suis toujours en compagnie d'Hélène Rouet, journaliste au JDD, Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles, et Xenia Fedorova nous a rejoint. Bonjour, journaliste, chroniqueuse sur CNews. Soyez la bienvenue. On va parler évidemment de politique internationale. Alors Victor Hérault et Hélène Rouet me disaient qu'ils n'avaient pas eu la patience de regarder le discours de l'État de l'Union de Donald Trump qui a battu un record 1h47. Vous l'avez regardé, vous ? Non. D'accord, eh ben on va quand même en parler. Non, mais vous avez eu le temps de vous renseigner quand même. Qu'est-ce que vous retenez déjà comme ça ? Quelle image vous retenez de ce discours ? Non, mais ce qu'on voit selon les médias américains, que je regarde de temps en temps, parce que c'était le plus long discours. En fait, c'était plus long que le discours de Clinton, qui était considéré le plus long jusqu'à maintenant. Je crois que d'ailleurs tout le monde a retenu que ça, la longueur finalement. Oui. Chaque accroche de papier, c'est ça. Non, mais je pense que pour moi personnellement, je trouvais ça intéressant qu'il a mentionné qu'une seule fois et très brièvement le conflit en Ukraine. Et oui, d'ailleurs, c'est étonnant quand même. Oui, parce que normalement, on attend qu'il parle de ces conflits un peu plus profondément. Oui, il a parlé de l'Iran beaucoup, on va y venir. Mais il a parlé plutôt de l'Iran. Ce qui montre aussi à quel point, en fait, les priorités sont mises dans son discours pour l'intérieur, pour les Américains. Aujourd'hui, je pense qu'il s'intéresse beaucoup plus à est-ce que les États-Unis vont en guerre avec l'Iran, est-ce qu'il y aura la paix en Ukraine. Est-ce que aussi, parce que pour lui qui avait annoncé, tonitruant, que la guerre serait réglée en Ukraine en 48 heures, comme ce ne fut pas le cas et que ce n'est toujours pas le cas, est-ce que ça aurait été un aveu d'échec de sa part ? Bien sûr, au début, il était un peu trop ambitieux dans ses plans d'arrêter ce conflit, parce que ce conflit, c'est quand même un conflit avec les racines profondes et en fait, c'est un conflit difficile, il ne faut pas le cacher, que c'est commencé, on parle souvent sur votre plateau, Clélie, que c'est un conflit qui n'a pas commencé dans un coup en 2022, mais qui a les racines de 2014, et même avant, avec l'élargissement de l'OTAN vers la frontière de la Russie, ce qui est la ligne rouge pour la Russie. Donc je pense qu'il a compris que ce n'est pas suffisamment de juste mettre la pression sur l'Ukraine et la Russie pour que ces conflits soient réglés. Mais je pense qu'il a quand même avancé dans ces chemins. Je pense que demain, Steve Witkoff qui va à Genève pour parler d'Iran avec les Iraniens, mais aussi il va parler avec Umarov, c'est la tête de la délégation ukrainienne. Et je pense que c'est un autre effort qu'il va faire pour créer l'ambiance plutôt bien pour la négociation pour la paix. Bon, on verra. On verra. On continue de parler juste avant d'en venir à l'Iran. Hélène Rouet et Victor Hérault sur le discours en lui-même. Qu'est-ce que vous retenez ? Effectivement, c'était le discours le plus long et c'est très intéressant de voir toujours où sont mises les priorités. Vous avez commencé à l'évoquer sur le volet international, malgré le fait que Donald Trump, quand même, cette première année de second mandat, si vous voulez, il a été surprésent à l'international. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur tous les fronts, que ce soit effectivement au début quand même sur la guerre en Ukraine avec la Russie, que ce soit du côté du Venezuela, que ce soit du côté du Moyen-Orient, que ce soit du côté du Groenland. Pardon, mais quand même cette année, Donald Trump n'a été qu'à l'international. Et pourtant, dans son discours, donc bien sûr, il évoque l'Iran beaucoup plus que le reste. Le sujet d'immigration en politique intérieure, il y a été très bien sûr, mais sur la politique intérieure, il a été bien sûr évidemment. Et d'ailleurs, il en a énormément parlé dans son discours. C'est normal, les Américains attendaient ça aussi. Mais sur le volet international, il parle beaucoup d'Iran, il parle très peu d'Ukraine, il parle très peu d'Europe et surtout, il ne parle absolument pas de la Chine. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que tout le monde dit effectivement le grand ennemi des États-Unis aujourd'hui, c'est la Chine. Pas un seul mot. Donc ça, pareil, ça donne aussi une grille de lecture, comme Xenia l'a dit, sur le sens des priorités effectivement de Donald Trump. C'est ça qui est intéressant. Et sur la politique intérieure, moi j'ai un peu le sentiment quand même qu'il n'a pas dit grand-chose. C'était un peu une ode à Donald Trump. Regardez, écoutez, il a estimé que les États-Unis avaient vécu un redressement historique. Oui. On va l'écouter, Donald Trump. On est les meilleurs. Après seulement un an, je peux dire dignement et fièrement que nous avons accompli une transformation sans précédent et un redressement historique. Il s'agit en effet d'un redressement historique. C'est toujours mieux quand on fait son propre bilan. Mais voilà, mais pour nos auditeurs qui n'ont pas eu la chance incroyable d'écouter 7h47 de discours de Donald Trump, pas jusqu'au bout, mais justement, je vais expliquer pourquoi c'était compliqué de le suivre jusqu'au bout. C'est que c'était 1h47 d'autocongratulation habituelle de Donald Trump, et on est les meilleurs, et les États-Unis sont les meilleurs, et je suis le meilleur président, et puis tout est au vert, tout est au beau fixe, et tout sera mieux. C'était 1h47 de cela. Voilà, donc l'économie est parfaite, la situation internationale est parfaite.
parfaite, les États-Unis sont parfaits. Honnêtement, ça en devient lourd, ça en devient très lourd parce que Donald Trump, là pour le coup, il y avait un côté one-man show lorsqu'il demande d'ailleurs aux députés de se lever pour soutenir ou pas. Est-ce que l'Amérique doit d'abord défendre les Américains plutôt que les étrangers, etc. Enfin, il y a un côté instrumentalisation de ce discours pour en faire un espèce de show à sa propre gloire que j'ai trouvé extrêmement déplacé. J'attendais quand même plusieurs choses de ce discours, parce que ça arrive juste avant les midterms où il est quand même assez chahuté, ça arrive juste après son chahut également par la Cour suprême sur les droits de douane, donc c'était un moment assez charnière, et en fait Donald Trump s'enferme dans un discours de « je suis le meilleur ». Ils sont franchement pas favorables, mais Donald Trump, méthode Coué, I am the best, et il n'y a rien d'autre à dire. Mais alors la méthode Coué, si je peux juste rebondir là-dessus, la méthode Coué, il n'y a pas que Donald Trump qui a le monopole, si vous voulez, de la méthode Coué, et dire à quel point c'est exceptionnel, parce que si vous voulez, Emmanuel Macron, quand on l'écoute ces dernières semaines, je veux dire, le bilan de la France, il est formidable, et puis on a tenu, et puis c'est chouette la vie, donc si vous voulez, il n'a pas forcément le monopole. On reste sur Donald Trump. Xenia Fedorova. C'est le parti que j'ai vu, en fait, ce qui était intéressant, c'est que quand elle a dit qu'on est un peu fatigué de gagner, il y a trop de victoires, on n'a pas d'habitude en fait. Et après, vous avez eu une partie de salle républicains qui sont faits en ovation debout, et après évidemment les démocrates qui ne sont pas bougés de leur place et non, et qui au contraire, et ça montre à quel point en fait, et je pense que ça reflète aussi à quel point les États-Unis sont aujourd'hui fracturés. Et cette fracture, c'est quand même, je pense que c'est quelque chose de très intéressant, on va voir dans les prochaines élections, parce que ça, c'est évident que le pays est complètement divisé. Je rebondis sur ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire que Donald Trump a certes parlé de l'Ukraine, mais il l'a plutôt évoqué. C'était vraiment très court, notamment en comparaison à avec l'Iran et tout ce qu'il a annoncé. On y reviendra, c'est prévu, vous inquiétez pas. Juste, je voulais avoir votre avis, votre sentiment. Pourquoi, alors qu'en plus hier, on entrait il y avait la date du 24 février, et donc on est entré dans la 5e année de conflit. Pourquoi lui qui s'est quand même impliqué, qui a reçu Volodymyr Zelensky à de nombreuses reprises, qui a rencontré Vladimir Poutine, pourquoi là, il l'a évoqué de manière on a commencé à l'évoquer au début. Je pense qu'effectivement, Donald Trump a assez mal vécu, que ce soit sur un plan stratégique ou même personnel. Je pense qu'il a assez mal vécu le fait que la guerre, en fait, en 100 jours de début de mandat, n'a été absolument pas réglée. Il se rend compte qu'on est dans une impasse absolument énorme, qu'il aille d'un côté ou de l'autre, de toute façon, ça permet de rien faire. Donc je pense que ça, c'est juste la personnalité de Donald Trump qui veut masquer un échec qu'il a eu à l'international. Parce que Donald Trump a eu des succès à l'international, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il en a parlé. Il parlait du Venezuela, ce qu'il considère évidemment comme une victoire quand il a capturé Maduro. Il parle de l'Iran. Alors l'histoire n'est pas terminée, mais a priori ça pourrait bien se terminer pour les États-Unis si effectivement je suis pas sûre. Non, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr, bien sûr que non. Mais c'est pas la même impasse, si vous voulez, que du côté de la Russie et de l'Ukraine. Et donc du coup ça c'est juste, je pense, une erreur qu'il essaye de masquer. Vous savez, il dit chaque fois que c'est pas la guerre qu'il a commencé, c'est la guerre qui était commencée sous Biden. Donc il profite en fait de cette guerre chaque fois pour dire c'est pas moi, c'est eux, et si c'était moi, cette guerre jamais. Oui, c'est ça. Si on perd, c'est Biden, et si on gagne, c'est Trump. Et à plus, c'est facile avec Donald. Et en fait, il continue de envoyer les armements à l'Europe, donc il les vend, donc il gagne d'argent avec ces conflits quand même. C'est pas un total échec pour lui, parce que il gagne toujours même dans cette situation-là. Et je pense que c'est intéressant parce que le complexe industriel militaire est très content avec la situation, avec la façon comment Trump... Peut-être parce qu'il pouvait arrêter cette guerre par complètement arrêter tout soutien à l'Ukraine. Et dans ces cas, c'est la fin. Parce que l'Union européenne n'a pas les armements à envoyer déjà. Oui. Et donc, ils sont obligés d'y acheter. Et si Donald Trump voulait vraiment arrêter cette guerre, je pense qu'il pouvait dire non à la complexe militaire industriel et en fait arrêter ces conflits par cette sens-là. Mais il est également en train de négocier parallèlement sur des questions économiques avec la Russie. Et aussi, tant que cela n'a pas abouti, qu'il n'y a pas eu d'accord aussi, c'est peut-être pour ça que les choses traînent un peu. Mais en fait, c'est pas une négociation à tour de l'Ukraine. Par exemple, il a eu des négociations avec Zelensky, une négociation, je prends un peu... comment dire, des pincettes. Parce qu'il a fait Zelensky en fait signer un contrat pour les ressources, c'est-à-dire que les entreprises américaines vont avoir accès pour l'extraction des ressources ukrainiennes. Il a signé ça. Il a signé une grande corporation BlackRock qui a signé un contrat pour la reconstruction
l'Ukraine. Avec la Russie, c'est pas à tour de l'Ukraine, c'est plutôt les échanges économiques, le business qu'ils peuvent faire en commun, parce que c'était présenté un peu comme une façon d'acheter la paix par c'est comme ça qu'on l'avait interprété. C'est comme ça les journalistes ont interprété, mais la réalité est que le potentiel est énorme entre les États-Unis et la Russie pour travailler ensemble sur plusieurs champs économiques, et évidemment que ça peut donner beaucoup de profits pour les États-Unis. Donc, il est intéressé de travailler avec la Russie. Surtout un Donald Trump qui met cette question des profits, de l'économie bien avant. Les entreprises qui sont derrière lui, bien sûr. Victor Herro. Mais d'ailleurs, sur tous les sujets qu'on aborde et qu'a abordé Donald Trump, encore une fois, ma remarque générale est qu'il n'a pas fait un état des lieux, comme ça devait l'être. Il n'a pas mis le plan à plat sur la table en disant à tout le monde, voilà où on en est et voilà vers quoi nous allons. C'était un meeting MAGA au Congrès. Voilà, il a mobilisé ses troupes. Il a mobilisé oui, à la Trump. Il est fidèle, il est cohérent avec son homme. Sauf que j'ai bon espoir quand même que parfois le président de la première puissance mondiale quand même prenne un petit peu de hauteur et remplisse son rôle, non pas de candidat, mais de président des États-Unis, et disent, voilà, maintenant je suis à la tête, être en campagne c'est quelque chose, être à la tête d'un pays c'en est une autre. Et donc il faut s'adresser à tout le pays. Mais vous trouvez qu'il est différent, vous, candidat et président ? Mais non, mais c'est ça le problème. Mais en fait, lorsque vous êtes président de la République, c'est peut-être une conception trop française, ce que j'ai là, mais lorsque vous êtes président de la République, surtout dans un pays aussi fragmenté et aussi bipartite que les États-Unis, vous devez être le président de tous les Américains et dire voilà où on en est pour tous. Je ne dis pas juste je suis le meilleur, voilà tout ce que j'ai fait de bien et voilà ce que je vais faire de mieux. C'est pas ça l'exercice. Normalement, c'est de dire à tout le monde voilà où on en est et discutons. Ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. C'était un meeting de campagne, mais au sein du Congrès. Je pense qu'il a complètement dévoyé l'exercice. Allez, dans un instant. Oui, elle est nouée. Non, juste un tout petit mot de conclusion. C'est effectivement. Non, c'est pas terminé. Vous inquiétez pas. Je pense que de toute façon, là on sait, donc pour que les auditeurs sachent, donc il y a bien des élections de mi-mandat, donc en novembre. De toute façon, le meilleur juge, ça va être le peuple. A priori, les sondages ne sont pas du tout favorables à Donald Trump. Donc voir est-ce que les Américains ont été satisfaits de ce discours, est-ce qu'ils sont satisfaits de manière générale, est-ce que Donald Trump a réussi à délivrer, si vous voulez, sur son programme. Ce seront le juge, c'est le peuple. Allez, on continue d'en parler de ce discours de l'État d'Union et surtout de l'Iran et de la manière dont Donald Trump en a parlé avec vous trois, donc Xenia Fedorova, Victor Herro et Hélène Rouet dans Europe 1 Soir. Restez bien à l'écoute, merci pour votre fidélité. Toujours en compagnie dans Europe 1 Soir, dans ce studio Lagardère d'Hélène Rouet, Victor Herro et Xenia Fedorova. Nous parlions et nous continuons de parler du discours de l'État de l'Union prononcé hier soir par Donald Trump. Un Donald Trump qui a fait, et c'est peut-être la principale information, 1h47 du discours. On le disait, un peu de politique intérieure et puis beaucoup de politique internationale, notamment de l'Iran, là où il a été beaucoup plus long que sur l'Ukraine. Il s'est attardé sur la situation iranienne. Je rappelle qu'il y a toute une armada militaire américaine, donc toujours là dans le golfe Persique. Et puis il y a ces négociations qui reprennent demain entre le régime des mollahs iraniens et les États-Unis, des négociations qui auront lieu à Genève. Écoutez Donald Trump qui a mis en garde face à la menace iranienne. Ils ont déjà développé des missiles qui peuvent menacer l'Europe et nos bases à l'étranger et ils travaillent à bâtir des missiles qui pourront bientôt atteindre les États-Unis. Après Midnight Hammer, ils ont été avertis de ne plus tenter à l'avenir de reconstruire leur programme d'armement, en particulier en matière d'armes nucléaires. Et pourtant, ils continuent, ils recommencent tout depuis le début. Nous avons tout anéanti et ils veulent tout recommencer encore une fois. Ma préférence est de résoudre ce problème par la diplomatie, mais une chose est certaine, je ne permettrai jamais au premier soutien du terrorisme au monde, ceux qu'ils sont de loin, d'obtenir une arme nucléaire. On ne peut pas laisser faire. Voilà le programme nucléaire, mais aussi des missiles qui seraient capables d'atteindre les États-Unis. C'est ce qu'annonce Donald Trump. Alors l'Iran a répondu et a dit que c'était absolument pas vrai. Ils ont démenti. Gros mensonge. C'est exactement ce qu'ils ont dit en plus. Je n'osais pas le dire, mais c'est ça. Ils ont dit gros mensonge. Absolument pas vrai. On le sent quand même, Donald Trump brandit cette menace, il la réaffirme. Il a toute une armada qui est présente, mais depuis quelques semaines, il hésite. C'est moins, Victor Herro. Comment dire, le discours est moins martial qu'il y a quelques... mais c'est moins martial qu'au départ. Alors, effectivement, la flottille est toujours sur place, donc ça doit quand même un peu inquiéter l'Iran. Mais oui, parce que est-ce qu'on déplace une telle armada alors,
pour ne pas l'utiliser. Ça, c'est les méthodes, d'une part à l'américaine et à la Trump. C'est de dire à la fois, je suis pour la négociation et je suis pour la diplomatie, mais regardez, j'ai quand même mon pistolet sur la table. Hein. Ça, c'est la méthode américaine classique. Se dire, c'est quand même moi le plus fort, donc on va négocier, mais c'est moi qui vais dicter les termes. Là, quand même, Donald Trump, dit, le point d'orgue, c'est je refuse catégoriquement que, je crois, ce qu'il appelle le sponsor numéro 1 de la terreur ou du terrorisme. Dans le monde. Le sponsor numéro 1 du terrorisme dans le monde soit doté de l'arme nucléaire. Ça, c'est son point d'orgue. Mais c'est vrai que là, on est passé de je vais renverser le régime à je vais négocier avec diplomatie. Donc il y a quelque chose dans la tonalité qui change. Mais bon, souvent Donald Trump varie, bien folle qui s'y fie. Ce sont des méthodes, encore une fois, il y a un côté chaud-froid. Voilà, avec Donald Trump, c'est souvent ça dans les affaires internationales ou dans ses affaires tout court. Il y a un côté chaud-froid. On n'oublie pas que le pistolet que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'armada, les deux armadas d'ailleurs, sont toujours sur place, sont toujours sur la table. Donc voilà, je pense que là Donald Trump joue la même partition qu'il joue depuis le départ, c'est-à-dire j'avance, je recule, puis je vois comment se positionne l'Iran